Ce métal vaut des millions, mais les entreprises dépensent encore plus pour que personne ne le trouve jamais. Pourquoi enterrer de l'argent sous terre? La réponse est aussi simple qu'idiote, pour en sortir encore plus. Je te présente cette machine. Elle pèse plus lourd que la Tour Eiffel et elle marche toute seule. C'est une excavatrice marcheuse, une Draligne. Si tu trouvais que ton garage était en bazar, regarde ce truc, qui occupe la surface d'un quartier entier. Ce n'est pas un engin, c'est un vrai dinosaure de métal qui se fiche royalement des lois de la physique, de la gravité et du bon sens. Elle ne roule pas sur des roues, parce qu'aucun pneu au monde ne supporterait un poids qui se compte en milliers de tonnes. Au lieu de rouler, elle fait des pas. Sérieusement, une montagne géante d'acier se soulève sur d'énormes skis en métal et fait un pas de 2 mètres vers l'avant. On dirait la démarche d'un géant bourré qui essaie de retrouver la sortie d'une boîte de nuit après 10 heures de fête non-stop. Les ingénieurs ont inventé cette façon de se déplacer parce que, sous une telle masse, des chenilles s'écraseraient comme du papier alu dès qu'elles essaieraient de démarrer. C'est le moment où les concepteurs ont compris que les méthodes habituelles ne marchaient pas et ont décidé de fabriquer une machine qui, littéralement, marche sur la planète comme si c'était elle la patronne. Regarde ce godet. Il est tellement grand que dedans tiendrait tranquillement un pavillon de 3 étages avec garage, et il resterait encore de la place pour une piscine. Ce monstre sort d'un seul coup autant de roches que des centaines d'ouvriers en creuseraient à la pelle pendant une semaine entière. On le suspend à des câbles d'acier épais comme la jambe d'un adulte. Quand il plonge, on dirait que le ciel s'écroule, et puis il mord dans la roche, remonte, et tu vois des tonnes de pierres se déplacer dans les airs comme si c'était du sable fin dans le bac à sable d'un gamin. La Draligne ne fait pas que travailler. Elle déplace littéralement des montagnes et change le paysage au point de le rendre méconnaissable. Une fois son service terminé, là où il y avait une surface plane apparaît un cratère qu'on voit même depuis l'espace. Et tout ça pour aller chercher du charbon ou des minerais enfouis très profonds, sous des couches de terre inutiles. Le plus curieux, ce sont les gens qui pilotent tout ça. Tu crois qu'il faut un équipage entier, comme dans un vaisseau spatial? Non. Dans la cabine, il y a généralement une seule personne. Une seule personne qui tient entre ses mains le destin d'une machine de plusieurs milliers de tonnes. C'est un opérateur qui doit être plus calme qu'un boa avant la sieste. Il regarde les écrans, tire les manettes, et ce dinosaure de métal exécute sagement ses ordres. C'est comme jouer à un jeu vidéo où le prix d'une erreur, c'est plusieurs millions de dollars et le risque de finir en crêpe de métal. Mais le plus drôle, c'est que cette machine n'est entretenue que par quelques techniciens qui passent des heures à ramper dans ses entrailles d'acier pour comprendre pourquoi l'un des engrenages géants fait un bruit bizarre. C'est comme réparer une montre de la taille d'une maison. Pourquoi ces Dralignes sont-elles si rares? Et pourquoi n'en fabrique-t-on pas dans chaque usine? Parce que c'est affreusement cher. Chaque machine est construite sur place, parce qu'il est impossible de l'amener par train ou par bateau. Tu montes littéralement un jeu de construction d'1 million de pièces au milieu de la carrière, en priant pour n'avoir rien oublié et pour que les fixations tiennent. Les usines capables de faire ça se comptent sur les doigts d'une main. C'est une élite d'ingénieurs qui sait que si tu te trompes dans les calculs d'un seul %, la structure se replie sur elle-même comme un château de cartes et enterre dessous tous ses investissements à millions. Et les gens le construisent quand même. La soif humaine de ressources est si grande qu'on est prêt à créer des choses qui font peur par leur puissance, juste pour sortir ce qui est caché dans les entrailles de la Terre. Tu es à côté d'elle, tu sens la vibration jusque dans les dents. L'air autour est électrisé. C'est une sensation de danger et de grandeur en même temps. Cette machine a l'air de te dire qu'ici tu n'es qu'un invité. Elle ne ressent pas la fatigue, elle ne connaît pas les week-ends.
Elle peut travailler des années et de temps en temps, elle réclame seulement des seaux de lubrifiant qui, par leur volume, ressemblent plutôt à un lac. Voilà ce qu'est l'excavatrice marcheuse, la vraie maîtresse des paysages industriels, qui marche à travers le temps en transformant la terre en argent. On crée des technologies qui dépassent nos besoins, on dresse des géants d'acier pour ensuite combler avec eux les trous qu'on a creusés nous-mêmes. C'est l'ironie de notre progrès. On a tellement peur de manquer d'énergie qu'on est prêt à faire marcher des montagnes de métal sur la Terre. Et chaque fois que cette draligne fait un pas, elle nous rappelle que la nature n'est qu'un décor qu'on déplace, très lentement et en faisant un boucan d'enfer. Ce n'est pas juste creuser des trous, c'est la preuve qu'on est prêt à tout, même à créer des dinosaures qui marchent à l'électricité pour obtenir ce qui est caché tout au fond. Le monde regarde ça avec stupeur, les ingénieurs avec fierté et la planète avec tristesse. Mais la machine poursuit son chemin, pas après pas, en retournant des tonnes de tout ce qui se trouve sur sa route vers le charbon ou le minerai tant convoité. C'est démesuré, c'est absurde, c'est incroyablement cher. Et c'est justement pour ça qu'on ne peut pas détacher le regard de cet énorme bloc de métal qui, tout simplement, avance. Si tu crois que ce monstre se contente de creuser un trou, tu te trompes lourdement. Sa consommation d'énergie est telle qu'une seule draligne pourrait alimenter en électricité une petite ville, au lieu de juste sortir de la roche. Imagine des câbles épais comme le tronc d'un vieux chêne qui arrivent jusqu'à elle en traversant toute la carrière. Ce n'est pas une petite pile, c'est un branchement à une ligne haute tension capable de carboniser tout ce qui se trouve là où il ne faut pas. Les pics de tension pendant le levage du godet plein sont tels que le réseau électrique du coin les ressent comme si quelqu'un branchait 1000 fers à repasser d'un coup. Au fait, à propos du godet, son poids, avec son contenu, dépasse souvent les centaines de tonnes. C'est une charge qui déchire l'acier comme du papier, si par malheur tu t'es trompé de nuances de métal. C'est pour ça que les ingénieurs utilisent des alliages spéciaux qui doivent supporter des écarts de température extrêmes, parce que la machine travaille hiver comme été sous un soleil de plomb et sous des pluies glaciales. Il y a des cas où, à cause de la fatigue du métal, la flèche qui tient ce godet s'est cassée net en deux. Le coût de remplacement d'une telle pièce équivaut au budget annuel d'un collège entier. Mais ça n'arrête personne. C'est une course aux armements contre la Terre elle-même. Un fait curieux pour les amateurs de chiffres. La vitesse de déplacement de cet engin tourne autour de 200 mètres par heure. Oui, tu as bien entendu. L'escargot de ton jardin le battrait probablement sur la distance. Mais la draline n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de courir. Elle s'empare du terrain de façon méthodique et implacable. Ces skis, ou comme les appellent les ingénieurs, les plaques d'appui, ont une surface tellement grande qu'elle répartit le poids pour qu'elle ne s'enfonce pas dans la boue. Mais si sous elle apparaît un sol mou, elle part au fond. Et là, même des milliers de tonnes d'acier ne la sauvent pas de devenir le monument le plus cher de l'histoire des mines. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Beaucoup croient encore que dans la cabine d'une draligne règne le chaos et le vacarme. Mais les opérateurs d'aujourd'hui travaillent dans des fauteuils plus confortables qu'un siège de classe affaires dans un avion. Ils sirotent leur café, regardent les écrans, pendant qu'autour d'eux gronde du métal d'un poids de 5000 tonnes. C'est une image hyper étrange. Un type en chemise, avec la clim, aux commandes d'un engin qui retourne des montagnes. Et pendant ce temps, il râle parce qu'aujourd'hui son micro-ondes ne marche pas. Si au boulot ton micro-ondes fonctionne, abonne-toi à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, laisse-nous un commentaire. Cette benne soulève d'un coup plusieurs tonnes de roches, le poids de plusieurs voitures. Elle mord dans le granit dur avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait de sable, et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous une chaleur d'enfer comme dans un froid glacial.
Ce n'est pas un simple morceau de ferraille, c'est le point blindé d'une pelle de mine géante, un sommet de l'ingénierie, conçu dans un seul but, détruire et charger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enfer industriel, dans l'usine où ces monstres indestructibles naissent de plaques d'acier plates et sans âme. L'histoire de la façon dont le feu, la pression et une précision inouïe transforment le métal en un outil capable de déplacer des montagnes. Tout commence dans un immense entrepôt à ciel ouvert, où reposent de véritables plaques d'acier. Oubliez la simple tôle fine. Ce qui se trouve ici, c'est du blindage. Des plaques d'acier spéciales résistant à l'usure, comme le Hardox ou ses équivalents, épaissent de 10, parfois 15 cm. Une seule de ces plaques peut peser plus de 10 tonnes. Ce n'est pas du simple fer. C'est un alliage complexe contenant du manganèse qui lui confère une dureté extraordinaire et du chrome qui le protège de la corrosion. Cet acier possède une propriété unique. Plus on le frappe, plus sa surface durcit. Un pont roulant géant muni de puissants aimants saisit l'une de ces plaques et la dépose dans un fracas assourdissant sur une table de découpe. Point de départ de notre chaîne de fabrication. Et voilà que commence le premier spectacle de feu, la découpe. Une immense potence surplombe la tôle, le long de laquelle se déplace en sifflant un chalumeau à plasma. À l'intérieur, une buse d'où jaillit sous une pression colossale un jet de gaz ionisé, chauffé à plus de 20 000 degrés Celsius. C'est comme un éclair apprivoisé. Le jet aveuglant pénètre sans effort dans l'épaisseur de l'acier de 50 cm et entame sa danse. Guidé par ordinateur, il découpe avec une précision millimétrique dans la tôle plane tous les éléments du futur godet. Les parois latérales, appelées joues, la paroi arrière incurvée, le fond et le massif tranchant avant. L'espace se remplit d'un grondement, d'une odeur d'ozone et d'une lumière aveuglante, tandis que sous le chalumeau jaillit une gerbe de métal en fusion qui évoque un feu d'artifice. Nous avons maintenant un ensemble de pièces d'armure plates et tranchantes comme des rasoirs. Mais le godet possède une forme complexe et incurvée. L'heure est venue de démontrer une puissance pure et silencieuse. Les ébauches plates sont envoyées sous la presse hydraulique. Ce n'est pas un marteau qui frappe. C'est une machine gigantesque qui librement, mais avec une force inexorable de milliers de tonnes, fait descendre son poinçon. Le pont roulant présente la paroi arrière plane et la presse, en l'appliquant contre une matrice arrondie, la plie complètement, centimètre par centimètre, lui conférant sa forme semi-circulaire caractéristique. Le métal ne se brise pas, il gémit, craque, mais se soumet à cette force colossale, changeant de forme pour toujours. Lorsque toutes les pièces ont reçu les courbures nécessaires, commence l'étape la plus délicate, semblable au travail d'un chirurgien, la soudure. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des morceaux, c'est créer un organisme monolithique, indestructible. Les éléments sont réunis dans un gabarit spécial, tel un gigantesque puzzle tridimensionnel qui les maintient dans une position parfaitement exacte. Et les soudeurs entrent en scène. Ce sont les véritables élites de l'usine. Vêtus de combinaisons ignifugées et de masques, ils commencent à joindre ces épaisses plaques. Cela ne se fait pas en une seule passe. Pour souder 2 morceaux d'acier de 50 cm, il faut effectuer des dizaines de passes, déposant le métal couche après couche. C'est ce qu'on appelle le soudage multipasse. Chaque cordon est soigneusement nettoyé du laitier avant d'appliquer le suivant.
L'arc brûle avec une luminosité incroyable et le métal en fusion coule comme de la lave, unissant à jamais les parties séparées. Chaque soudure importante, une fois terminée, est contrôlée par ultrasons afin de s'assurer de l'absence de fissures ou de cavités cachées. Mais l'élément le plus emblématique du godet, c'est son sourire, ses dents. Elles ne sont pas fabriquées dans le même acier que la caisse. Les dents sont des pièces moulées distinctes, réalisées dans un alliage encore plus résistant, à base de manganèse. Leur forme complexe leur permet de mordre facilement dans la roche, tout en s'auto-affûtant durant le travail. Elles ne sont pas simplement soudées, elles se fixent au bord d'attaque massif coulé d'une seule pièce, grâce à un système spécial de verrous et de goupilles. Cela permet, lorsqu'une dent se brise ou s'use après des centaines d'heures de travail en carrière, que l'opérateur de la pelleteuse puisse chasser quelques goupilles et la remplacer directement sur place en quelques minutes. Lorsque le corps principal est assemblé, on commence à le renforcer avec un blindage supplémentaire. C'est ce processus qui transforme une simple benne robuste en véritable char d'assaut. Sur les parois latérales, les joues, on soude des plaques de protection additionnelles. Le fond, qui est la partie la plus exposée, est renforcé par des bandes spéciales résistantes à l'usure, appelées patins. Toutes les zones critiques sont recouvertes de couches de blindage supplémentaires. Cela rend la benne encore plus lourde, mais aussi infiniment plus durable. Une fois toutes ces soudures effectuées, notre benne forme un ensemble monolithique. Mais à l'intérieur, comme dans un ouvrier épuisé, se sont accumulées d'énormes tensions internes. Si on la laissait en l'état, elle pourrait se fissurer sous un choc violent. Elle attend donc une ultime cure thermale, le revenu. Une grue gigantesque soulève délicatement toute la benne de plusieurs tonnes et la place dans un four immense. Les portes se referment et la température s'élève lentement jusqu'à environ 600 degrés Celsius. La benne se repose dans cette chaleur pendant plusieurs heures. Ce processus permet au réseau cristallin du métal de se détendre et d'évacuer toutes les tensions, rendant l'ensemble de la structure plus solide et plus résistante au choc. Après le four et le refroidissement libre, vient le temps du travail de précision. Sur la partie supérieure du godet se trouvent des oreilles spéciales, d'imposants anneaux de levage par lesquels il sera fixé à la flèche de la pelle. Les trous doivent être parfaitement coaxiaux et avoir un diamètre exact. Le godet est donc installé sur une alaiseuse géante. Une énorme fraise, pilotée par ordinateur, alaise ses ouvertures au centième de millimètre près, jusqu'à la dimension idéale. Et la touche finale. Prêt mais encore recouvert de calamine et de traces de soudure, le godet est envoyé dans une chambre de grenaillage. Là, il est bombardé de toutes parts par des millions de minuscules billes d'acier qui chassent toute la rouille et la saleté, créant une surface parfaitement propre et rugueuse. Puis on le peint dans une couleur vive de la marque, jaune, rouge ou orange. Cette peinture n'est pas là pour faire joli. C'est une couche épaisse et résistante qui protège le métal de la corrosion. Et voilà qu'au bout de ce long chemin bruyant et brûlant, naît ce monstre d'acier. Il est lourd, brutal et semble indestructible. Il est prêt à partir dans la carrière pour commencer son dur labeur, en silence, jour après jour, déplacer des montagnes. Et vous pouvez faire bouger ma chaîne avec votre abonnement et un beau commentaire. Imaginez une machine de 6000 tonnes. C'est comme empiler 5 immeubles sur une seule pelle. Maintenant,
Imaginez qu'on démonte ce mastodonte vis par vis, à la main, pendant des mois. Une équipe de 30 personnes découpe l'acier au chalumeau, brise les godets à coups de masse, manipule des grues capables de soulever 200 tonnes d'un coup. Et vous savez ce qu'il y a de plus étonnant ? Presque rien ne finit à la casse. Chaque boulon, chaque tube de cuivre, chaque gramme de métal retrouve une seconde vie. Dans cette vidéo, je vous montre comment les plus grandes pelleteuses du monde se transforment en montagnes de matériaux. Et pourquoi c'est un business à plusieurs millions dont presque personne ne parle. Restez jusqu'au bout, c'est là que ça devient vraiment fascinant. La première chose à comprendre, c'est que ces excavateurs pèsent jusqu'à 6000 tonnes. Pour donner une idée, c'est comme empiler 5 grands immeubles sur un seul godet. Quand la machine arrive en fin de vie, ce qui prend entre 15 et 20 ans d'exploitation, elle devient une carcasse de ferraille, avec quelque chose de précieux à l'intérieur. Le démantèlement commence par l'installation de l'excavateur sur une aire spécialement aménagée. Il s'agit d'une plateforme en béton armé capable de supporter la pression des marteaux lourds et de l'équipement. Tout autour, on installe des grues, l'outil principal du démantèlement. Les plus grosses grues peuvent soulever jusqu'à 200 tonnes, mais pour les grands excavateurs, il faut parfois plusieurs grues simultanément. Les conducteurs de bulldozers et les grutiers démontent tour à tour les parties visibles. D'abord disparaissent les canalisations. Il y en a des dizaines de kilomètres dans une seule machine. Les lignes hydrauliques, les câbles, les systèmes de refroidissement, tout est enroulé et trié par matériaux. Cuivre, titane, aluminium. Tout part dans des conteneurs séparés. Ensuite vient le moteur. C'est un mastodonte qui pèse parfois plus de 200 tonnes. Les grues l'extraient délicatement de la machine. Et là, la précision est de mise. La moindre fausse manœuvre risquerait d'endommager le moteur, ce qui réduirait d'autant les profits du recyclage. Le moteur est démonté à part. On vidange l'huile, on démonte les cylindres, on extrait toutes les entrailles. La cabine du conducteur, c'est un univers en soi. C'est là que siégeait l'homme qui pilotait ce monstre. À l'intérieur, commandes, écrans et leviers hydrauliques s'entremêlent. Tout se démonte à la main, car nombre de pièces sont malléables et risqueraient de s'abîmer sous les coups de marteau. Place ensuite à la flèche de la pelleteuse. C'est la partie la plus spectaculaire, celle qui s'élance vers le ciel. La flèche regorge de vérins hydrauliques et de bobines de câbles. Elle pèse près de 300 tonnes. Les grues démantèlent progressivement cette structure en découpant les fixations métalliques et en retirant les sections une à une. C'est comme résoudre un puzzle géant, à ceci près que chaque pièce vaut de l'argent. Le plus grand trésor, c'est le godet. Un godet d'excavatrice de cette taille peut contenir entre 40 et 60 mètres cubes de matériaux. Sa composition est souvent en acier trempé, la partie la plus précieuse pour le recyclage. Certains godets sont démontés au marteau ferroviaire, qui les brise en morceaux maniables. D'autres sont découpés au chalumeau oxyacétylénique, ces flammes brûlantes qui sectionnent l'acier comme du beurre. Une fois les parties visibles démontées, on s'attaque au châssis et au système de chenilles. La chaîne à chenilles de la machine pèse entre 400 et 500 tonnes, une structure massive composée de centaines de maillons individuels. Les spécialistes la démontent maillon par maillon, séparant axes, galets et plaques métalliques. La dernière étape consiste à démonter le système hydraulique. L'hydraulique, c'est comme le système sanguin de l'excavatrice. Des centaines de mètres de tuyaux, de vannes, de pompes et de réservoirs. Tout le fluide est d'abord vidangé dans des conteneurs pour recyclage. Puis on démonte les tuyaux et réservoirs eux-mêmes.
Les conduites en cuivre qui composent ces systèmes sont un matériau coûteux. Lorsque tout est démonté, il reste la structure porteuse, le squelette même de la machine. Cette charpente métallique brute pèse environ 1500 tonnes. On la découpe en morceaux plus maniables, pour faciliter le transport, avant de l'envoyer au recyclage. Ces blocs sont ensuite fondus dans de grands fours à plus de 1500 degrés Celsius. L'ensemble du démantèlement d'un tel excavateur prend plusieurs mois. Une équipe de 15 à 30 personnes y travaillent selon l'équipement. Chaque jour, les ouvriers démontent environ 20 à 30 tonnes de ferraille. Le plus fascinant dans ce processus, c'est que pratiquement rien ne part à la décharge. Tous les matériaux sont triés et recyclés. Le cuivre redevient fil électrique, l'acier se transforme en nouvelles pièces, même les joints et les éléments en caoutchouc trouvent une seconde vie. C'est véritablement un cycle fermé. Ce qui fut machine renaîtra sous une autre forme. Certaines pièces sont conservées comme pièces de rechange. Les usines achètent volontiers des pièces d'origine pour les excavateurs plus anciens qui fonctionnent encore. Les vérins hydrauliques, les moteurs, même les boulons et écrous individuels ont de la valeur. Ce qui a pris fin pour une machine devient un nouveau départ pour une autre. La première fois que j'ai assisté à un tel démantèlement, j'ai été frappé de voir comment quelque chose d'aussi colossal pouvait être décomposé pièce par pièce. Une machine qui pèse autant que 200 voitures se transforme progressivement en un tas de matériaux. Mais ce n'est pas un tableau triste, c'est du recyclage, de la réutilisation, une nouvelle vie pour du vieux métal. Une grande partie du démantèlement dépend de la qualification et de l'expérience humaine. L'opérateur de grue doit être extrêmement précis, car il vaut mieux préserver une pièce intacte que de perdre du temps ensuite à la réparer. Les soudeurs fabriquent des fixations temporaires pour démonter les composants lourds en toute sécurité. Tous les mouvements sont planifiés et coordonnés. La sécurité est un aspect essentiel du travail. Sur le site, les sirènes d'alerte retentissent en permanence dès qu'une grue se met en mouvement. Les ouvriers portent casque, gilet et chaussures de sécurité. Un seul mouvement incontrôlé d'une machine peut être fatal. C'est pourquoi le contrôle qualité et la discipline passent avant tout. Les pelleteuses démontées ici proviennent souvent de carrières d'Europe du Nord. Certaines portent encore sur leur flanc le nom de l'entreprise qui les a exploitées pendant 15 ans. Imaginez un instant la quantité de terre qui est passée par ce godet durant toutes ces années. Des millions de tonnes de roches, de charbon ou de gravier. Tout cela a été extrait par ces machines. Le démontage d'une telle pelleteuse représente un coût important. Mais le recyclage du métal permet de couvrir ces dépenses. Une grande partie du matériau a de la valeur. Acier, cuivre, aluminium. Même les lourds composants en fonte sont recherchés par les usines de recyclage. Le dernier jour d'un démantèlement revêt toujours une dimension symbolique. Lorsque les derniers fragments de la vieille excavatrice sont chargés sur les camions en partance pour le recyclage, on comprend qu'une époque vient de s'achever. La machine qui a servi 15 années durant, accomplissant un travail pénible dans des conditions difficiles, va désormais connaître une nouvelle existence. Comme partie intégrante de la structure de bâtiments, de ponts, de machines neuves. Il ne s'agit pas simplement de démanteler de la ferraille, c'est un processus qui permet à l'économie d'être circulaire. Les ressources métalliques de notre planète sont limitées. Aussi, le recyclage des vieilles machines constitue-t-il à la fois une nécessité et une sage gestion. Chaque étape de ce processus est réfléchie. Chaque geste vise à préserver au maximum les ressources.
Chaque année, des milliers de machines géantes, capables de transporter des centaines de tonnes de marchandises, voient le jour. Pourtant, bien peu s'interrogent sur ce qui se cache au cœur de ces monstres. Imaginez, des pièces pesant plusieurs dizaines de tonnes, des températures dignes d'un volcan et une pression capable de broyer n'importe quoi. Mais il existe un élément dont presque personne ne parle. C'est précisément lui qui détermine si cette machine tiendra le coup ou si elle basculera dans la catastrophe. Aujourd'hui, nous pénétrons là où naît la force qui maintient en marche ces géants de 600 tonnes. Et croyez-nous, ce que vous allez découvrir bouleversera à jamais votre vision de l'ingénierie. Ne partez pas, car le plus fascinant se trouve là où vous ne l'attendez certainement pas. Tout commence par l'arrivée à l'entrepôt d'ébauche monumental. Des pièces d'acier moulées pesant jusqu'à 50 tonnes. Ce n'est pas l'acier dont on fait les casseroles. C'est un alliage spécial, capable de résister à une pression de 1000 atmosphères et de ne pas se fissurer quand la machine heurte un rocher de la taille d'un réfrigérateur. La première étape, l'usinage grossier. D'immenses machines à commande numérique découpent le métal excédentaire avec une facilité déconcertante, comme s'il s'agissait de beurre. Sauf qu'à la place du beurre, ce sont des copeaux incandescents de plusieurs millimètres d'épaisseur qui volent dans l'atelier. Ici, la précision doit être respectée au dixième de millimètre près. Car si une pièce de 40 tonnes se met à vibrer à 40 km/h, les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde alentour. La fabrication d'un tel pont ou bras de suspension nécessite environ 300 heures de travail, machine pure. Après usinage, on passe à la trempe thermique. La pièce est envoyée dans un four où la température atteint 850 degrés Celsius. Elle rougeoie jusqu'à une teinte écarlate et prend l'allure d'un artefact sorti de la forge d'antiques géants. Puis on la refroidit brutalement dans un bain d'huile spéciale de 20 000 litres. Cela rend le métal incroyablement résistant en surface, tout en préservant une certaine plasticité à cœur, pour qu'il ne se brise pas sous les chocs en service. Vient ensuite le plus fascinant, l'assemblage de la partie hydraulique. Ces machines n'ont pas de ressort classique, car aucun ressort au monde ne pourrait encaisser une telle masse. À la place, on utilise des vérins azote-huile. Dans un seul de ces amortisseurs, on verse environ 150 litres d'huile hydraulique spéciale et on injecte de l'azote sous une pression de 200 bars. Cela permet à la machine de littéralement flotter sur la route, même si le mot « route » dans une carrière relève de la litote. On dirait une seringue géante de 3 mètres de long et 60 cm de diamètre. Quand un tel dispositif réagit à une irrégularité, il absorbe une énergie suffisante pour projeter une voiture de tourisme jusqu'au 5e étage. Imaginez les forces qui s'exercent sur l'assemblage de ces pièces. Chaque axe reliant les éléments de suspension subit un traitement cryogénique. On le refroidit dans de l'azote liquide jusqu'à moins 196 degrés pour qu'il se contracte légèrement. Ensuite, on l'insère dans l'alésage et lorsque le métal revient à température ambiante, il se dilate et se bloque de manière indéfectible. Pour désolidariser un tel assemblage, il faut une presse de 500 tonnes. Ce n'est pas comme donner un coup de clé de 13 dans son garage, bière à la main. Chaque jambe de force terminée passe par des essais sur banc. On la comprime et l'étire 10 000 fois sous charge maximale. Cela ressemble à une danse très lente et très lourde de colonnes d'acier. Sur les écrans, les ingénieurs suivent des graphiques où chaque courbe représente des tonnes de force. Si ne serait-ce qu'un seul capteur affiche un écart d'0,5%, la pièce part au démontage. La sécurité est ici primordiale, car lorsque la masse totale du tombereau atteint 630 tonnes avec son chargement,
une défaillance de la suspension pourrait déclencher un véritable séisme à l'échelle locale. Nous nous trouvons actuellement devant un essieu arrière terminé. Sa largeur avoisine les 9 mètres, soit l'équivalent de 3 voies d'autoroute ordinaires. Le poids de ce seul ensemble, sans les roues, est de 60 tonnes. Pour le transporter jusqu'au site d'assemblage du tombereau, il faut une plateforme spéciale et une escorte policière. Maintenant, ajoutez-y les roues. Chacune pèse 5 tonnes et mesure 4 mètres de hauteur. Toute cette structure doit fonctionner sans interruption 20 heures par jour, dans la poussière, par 40 degrés de chaleur ou moins 30 de gel. Un tel tombereau de 400 tonnes consomme environ 170 litres de carburant par heure. Imaginez un peu, chaque minute, 3 litres de gazole disparaissent dans ces cylindres. Le temps d'un battement de cils, 1 litre s'est envolé. Parlons maintenant de la chaussure. Une seule de ces roues coûte autant qu'un bon SUV, dans les 40 000 $. Et encore, elle ne tient que 6 mois en carrière. C'est comme si vous achetiez des baskets au prix d'un appartement toutes les 2 semaines. Et si ce mastodonte atteint 64 km/h, il lui faudra 200 mètres pour s'arrêter. 2 terrains de football d'adrénaline pure et de fumée de frein. Maintenant, plongeons brutalement dans l'univers du nanomètre. Vous vous souvenez de ces galettes de processeurs ? Eh bien, sur 1 mm², moins que l'ongle de votre petit doigt, nous parvenons à loger plus de 100 millions de transistors. Imaginez toute la population chinoise contrainte de s'installer sur un timbre-poste. Les signaux électriques y filent à 30% de la vitesse de la lumière. Et tout cela doit se dérouler dans une propreté absolue. Dans les salles blanches, on compte moins d'1 poussière par pied cube d'air. Pour comparaison, dans votre salon, des millions de ces particules voltigent en ce moment même. Il s'avère qu'une usine de fabrication de processeurs est l'endroit le plus propre de la planète. Plus propre même que l'espace intersidéral. Quand je regarde ces pièces, je mesure le chemin parcouru par notre génie technique. Nous avons appris à domestiquer des forces dont nous ne pouvions auparavant que lire l'existence dans les livres. C'est une immense responsabilité et le fruit d'un travail colossal mené par des milliers de personnes. Songez-y. Toutes les 20 minutes, ce monstre se positionne sous la pelle, reçoit 70 mètres cubes de minerais dans sa benne et les remonte sur les pentes escarpées de la carrière. Et tout cela repose sur ces montants métalliques que nous avons vus aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les entrailles de l'acier vous a autant fasciné que moi. Ce ne sont pas de simples ferrailles, mais la puissance et la précision réunies en un seul objet. C'était passionnant de voir comment quelque chose d'aussi massif se construit avec une telle minutie. La suite nous réserve des installations encore plus impressionnantes, alors restez avec nous. D'autres merveilles d'acier et secrets industriels vous attendent. Rendez-vous sur le prochain site, où nous dénicherons forcément de quoi vous émerveiller. Aujourd'hui, nous sommes dans l'usine qui fabrique de véritables suspensions géantes. Des ressorts pour camions-bennes de carrière. Une machine de 400 tonnes qui roule toute la journée sur des cailloux gros comme votre tête et qui décharge jusqu'à 8 tonnes de minerais. Pour qu'un tel engin ne se disloque pas dès son premier trajet, il lui faut une suspension d'une puissance incroyable. Et voici comment elle se fabrique. Me voici devant une barre d'acier de 75 mm de diamètre, presque l'épaisseur de mon poignet. De ce monstre naîtra un ressort haut comme un homme, pesant près de 2 kg. Un seul ressort.
et il en faut de 4 à 8 pour équiper un camion benne. Voyons comment on les fabrique. Tout commence par le choix du matériau. L'acier ordinaire du commerce ne convient pas. Il faut un acier à ressort spécial contenant du chrome, du silicium et du vanadium. Ces éléments rendent le métal à la fois ultra résistant et élastique. Les nuances les plus courantes sont les 5160 et 9254. Cela sonne comme un code secret, mais il s'agit simplement de la composition chimique de l'acier, où chaque chiffre indique le pourcentage des différents éléments. Nous voilà devant le four de préchauffage. Première étape de ce qu'on appelle l'enroulement. Pourquoi une telle chaleur? Parce qu'une barre d'acier de plus de 12 mm d'épaisseur ne peut se plier à froid. Elle risquerait tout simplement de se fissurer. On la chauffe donc à plus de 950 degrés Celsius, une température si intense qu'elle ferait fondre de l'aluminium en quelques secondes. Regardez ce four, on l'appelle un four à poutre mobile. Des barres d'acier de 14 à 45 mm de diamètre y circulent librement, chauffant uniformément sur toute leur longueur. Le processus prend environ 20 à 30 minutes. Si le chauffage n'est pas homogène, une partie sera molle, l'autre dure. Le ressort lâchera au bout d'une semaine. Voici la barre qui sort du four. Elle rayonne d'un rouge éclatant. Température 970 degrés. L'air qu'elle dégage est si brûlant qu'à 2 mètres de distance, on sent la chaleur sur son visage. Et c'est ce métal incandescent qu'on va maintenant enrouler en ressort. Devant nous se dresse une machine gigantesque, une enrouleuse automatique à commande numérique. Cet engin coûte 1 million d'euros et peut fabriquer des ressorts d'un diamètre allant jusqu'à plusieurs centimètres et d'une longueur pouvant atteindre 2 mètres. Voici comment elle fonctionne. Une barre chauffée à blanc passe à travers un système de rouleaux qui la guide vers le dispositif d'enroulement. Là, 2 gros rouleaux, l'un vertical, l'autre horizontal, pressent le métal avec une force de plusieurs dizaines de tonnes, l'obligeant à contourner une tige centrale, que l'on appelle le mandrin. Une barre de 7 cm et demi d'épaisseur se plie comme de la pâte à modeler, s'enroulant spire après spire. En 5 minutes, la machine fabrique un ressort de 10 à 20 spires d'une hauteur d'1,80 m. La vitesse d'enroulement? Environ 5 spires par minute pour des barres aussi épaisses. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Chaque spire doit être parfaitement régulière, l'espacement entre les spires, calculé au millimètre près. Un écart de plus de 2 mm et le ressort ne résiste pas à la charge. C'est pourquoi la machine contrôle tout. La température du métal, la vitesse d'avancement, la force de pression des rouleaux. Chaque capteur transmet les informations à l'ordinateur, qui régule le processus en temps réel. Une fois le ressort enroulé, vient la trempe. Le ressort incandescent est instantanément plongé dans un immense bain d'huile. C'est ce qu'on appelle la trempe à l'huile. L'huile est à environ 60 degrés maximum, alors que le ressort frôle les 1000 degrés. Quand ils se rencontrent, pouf! Un nuage de vapeur, un sifflement, comme celui de dizaines de serpents. La température chute à 200, 300 degrés en quelques secondes à peine. Que se passe-t-il à l'intérieur du métal? Ce refroidissement brutal modifie la structure cristalline de l'acier, le transformant en martensite, une forme extrêmement dure. C'est comme congeler de l'eau. Elle devient solide, mais dans le métal, le processus est infiniment plus complexe. L'acier trempé devient si dur qu'il peut rayer le verre. Mais il y a un problème. Après la trempe, l'acier devient friable comme du cristal. Un seul choc, et le ressort peut se briser. D'où l'étape suivante, le revenu ou recuit. Les ressorts sont à nouveau chauffés, mais cette fois à une température plus basse,
entre 400 et 500 degrés Celsius. Ils sont maintenus à cette température pendant 2 à 3 heures, puis refroidis librement. Le revenu, c'est comme un massage pour le métal. Il réduit les tensions internes, rend l'acier moins fragile, tout en préservant sa dureté. La dureté finale d'un ressort de camion-benne se situe entre 40 et 50 unités sur l'échelle de Rockwell C. Autrement dit, seul un diamant ou un autre acier trempé peut le rayer. Passons maintenant à l'étape suivante, le grenaillage. Regardez cette chambre. À l'intérieur, des milliers de billes d'acier d'un demi-millimètre de diamètre fusent à 80 mètres par seconde et bombardent la surface du ressort. Ce n'est pas une destruction, c'est un renforcement. Une bille métallique, en frappant la surface, crée une micro-indentation. Le métal environnant se comprime, formant une zone de résistance accrue. Des millions de ces impacts recouvrent toute la surface du ressort, d'une couche de métal densifiée d'une profondeur, pouvant atteindre 1 mm. Résultat, la résistance à la fatigue, la capacité à supporter des millions de cycles de charge sans fissuration, augmente de 30 à 50%. Le processus prend environ 3 minutes pour un grand ressort, après quoi la surface devient mate, légèrement rugueuse au toucher, mais considérablement plus résistante. Si les ressorts supportent le poids de la machine, les amortisseurs, eux, absorbent les oscillations. Sans eux, le camion-benne rebondirait comme un ballon après chaque nid de poule, et le conducteur souffrirait d'une commotion cérébrale au bout d'1 an de travail. Devant nous se dresse un cylindre hydraulique d'1,80 m de haut et de 25 cm de diamètre. À l'intérieur, un système complexe de clapets, de pistons et de joints d'étanchéité. Le principe de base est simple. Le piston se déplace dans le cylindre rempli d'huile, la forçant à traverser de minuscules orifices. L'huile oppose une résistance, amortissant ainsi le mouvement. Mais c'est dans les détails que réside la magie. Et la magie de cette chaîne opère grâce à votre abonnement. Le piston comporte plusieurs types de clapets. Certains fonctionnent lors de mouvements lents, d'autres lors de chocs brutaux. À faible vitesse, l'huile traverse de petits conduits de 2 à 3 mm de diamètre. Lors d'un impact violent, des clapets supplémentaires de 10 à 15 mm de diamètre s'ouvrent, laissant passer davantage d'huile et empêchant une montée en pression excessive. À l'intérieur se trouve également une chambre à gaz, remplie d'azote sous une pression de 20 à 30 bars. Cela prévient la cavitation, c'est-à-dire la formation de bulles dans l'huile qui pourrait détruire l'amortisseur. L'azote se comprime en compensant le volume occupé par la tige du piston lors de son mouvement. La tige du piston est fabriquée en acier chromé d'un diamètre de 6 cm. Ce n'est pas décoratif. Le chromage crée une surface ultra résistante capable d'endurer des millions de cycles sans usure. L'épaisseur du revêtement chromé n'est que de 0,2 mm, mais cela multiplie par 10 la durée de vie. Qu'est-ce qui peut écraser du métal comme s'il s'agissait de pâtes à modeler tiède ? Une machine dont la force dépasse le poids de villes entières. Sa pression équivaut à une armée d'éléphants d'acier, empilés les uns sur les autres. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi l'humanité a-t-elle créé un tel monstre capable de défier les lois de la physique ? Le secret de cette presse est enfoui plus profondément encore que ses fondations, qui s'enfoncent dans le sol sur des dizaines de mètres. Et si vous regardez jusqu'au bout, vous découvrirez un fait qui bouleversera votre vision de l'industrie aéronautique et spatiale. Mais qu'est-ce que cela représente réellement ? 80 000 tonnes. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 80 000 voitures de tourisme compressées en un seul point, ou de la pression qu'exercerait une armée entière d'éléphants gigantesques se tenant les uns sur les autres. Ce colosse d'acier, mis en service en 2013,
est la presse de forgeage la plus puissante au monde, surpassant toutes les réalisations antérieures. C'est un véritable géant qui atteint la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Sa base s'enfonce profondément dans le sol, tandis que sa partie supérieure s'élance vers le ciel, tel un gratte-ciel industriel. On dirait une machine tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et pourtant, elle est absolument réelle et accomplit chaque jour son travail extraordinaire. Cette presse est conçue pour l'estampage de pièces exceptionnellement volumineuses et complexes, essentielles au secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Il peut s'agir d'immenses panneaux pour des fuselages de fusées, d'éléments massifs d'ailes ou de fuselages d'avions, de composants de turbines pour centrales électriques, ou encore d'équipements pour réacteurs. L'histoire de ces presses géantes constitue une véritable épopée, étroitement liée à l'époque de la guerre froide. C'est précisément lorsque les États-Unis et l'URSS se livraient une compétition acharnée pour la domination dans la course spatiale et l'industrie militaire qu'est apparue la nécessité de structures métalliques ultra résistantes et monoblocs. Les Américains furent les premiers à construire des presses d'une puissance de 50 000 tonnes, leur permettant de créer de grandes pièces aéronautiques sans soudure, ce qui améliorait considérablement la fiabilité. L'Union soviétique ne tarda pas à répliquer, en créant une presse encore plus puissante de 75 000 tonnes, devenue elle aussi une légende de la pensée ingénieuse. Ces titans de leur époque représentaient le summum des technologies métallurgiques, symbole de la supériorité technique et de la puissance industrielle des superpuissances. Il s'agissait de véritables monstres, capables de façonner le métal avec une force qui semblait presque impossible. Mais la presse chinoise moderne a battu tous ses records, surpassant même le géant soviétique. Elle est capable d'écraser le métal, avec une force littéralement surhumaine. Sous cette presse, des ébauches métalliques chauffées à blanc, dont la masse peut atteindre des centaines de tonnes, c'est comme plusieurs dizaines de camions compressés en un seul morceau de métal, s'aplatissent comme de la pâte à modeler molle. Le métal, chauffé jusqu'à briller d'un éclat rouge ou jaune, subit une pression incroyable. Il ne se déforme pas simplement. Il s'écoule sous l'action de cette force colossale, lentement mais inexorablement, pour prendre la forme souhaitée, préalablement conçue. Ce n'est pas de la coulée, c'est du forgage, un procédé qui renforce la structure du métal, le rendant plus dense et plus résistant que n'importe quelle pièce moulée. C'est précisément cette capacité, fabriquer des pièces forgées monoblocs de dimensions gigantesques, qui constitue l'avantage principal et la caractéristique déterminante de telles presses. Imaginez, vous pouvez obtenir une grande poutre pour l'aile d'un avion ou un élément de coque de réacteur sans la moindre soudure. Les soudures, aussi qualitatives soient-elles, représentent toujours des points de faiblesse potentiels dans les structures métalliques. Elles peuvent constituer des zones de concentration de contraintes, de fissures ou de corrosion. Dans les composants d'importance critique, où le prix de l'erreur peut être catastrophique, par exemple dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou dans une fusée spatiale, l'absence de soudure n'est pas simplement souhaitable, elle est absolument indispensable. Les pièces forgées monoblocs, formées sous une telle pression, possèdent une résistance inégalée, une structure homogène et une fiabilité maximale. Elles constituent le fondement pour la construction d'avions supersoniques, de fusées ultra puissantes, de vaisseaux spatiaux et de réacteurs nucléaires sûrs. Pour installer une presse d'une telle puissance, il a fallu construire non pas simplement des fondations, mais un véritable iceberg souterrain. La structure principale de la presse est enfouie profondément dans le sol, car les forces colossales qui s'exercent durant le forgeage génèrent des vibrations incroyables qu'il faut absorber. C'est comme bâtir les fondations d'un gratte-ciel,
mais dans l'ordre inverse, en s'enfonçant dans les entrailles de la Terre sur des dizaines de mètres. L'installation même d'un tel équipement constitue une opération logistique plus complexe que le lancement d'une fusée spatiale. Les pièces de la presse arrivaient sur place par centaines, puis elles étaient assemblées sur site à l'aide de grues géantes et d'équipes d'ingénieurs qui travaillaient pendant des années. Par ailleurs, la force d'une presse de 80 000 tonnes ne représente pas simplement une pression, mais une transformation contrôlée du matériau au niveau microscopique. Sous une telle influence, la structure cristalline du métal se modifie. Les grains deviennent plus fins et plus denses, ce qui lui confère des propriétés mécaniques exceptionnelles. C'est comme améliorer le métal jusqu'à son niveau maximal. Il est également intéressant de noter que le fonctionnement d'un tel géant nécessite une quantité colossale d'énergie. Ce n'est pas simplement brancher une prise. Pour assurer le fonctionnement des pompes hydrauliques et maintenir une pression stable, il faut une centrale électrique puissante. Les systèmes de refroidissement, qui évacuent la chaleur du fluide hydraulique, sont tout aussi essentiels, car sous de telles charges, l'huile peut monter considérablement en température. Il s'agit d'un véritable écosystème d'ingénierie, où chaque élément joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Comme nous l'avons évoqué précédemment, plutôt que de souder de nombreuses petites plaques métalliques, la presse permet de créer une part importante de l'enveloppe à partir d'un seul bloc de métal. Cela rend la structure plus légère, plus résistante et davantage capable de supporter la fatigue des matériaux. Bien que la presse ne façonne pas les petites aubes de turbine, elle peut former de grands éléments de carter de turboréacteurs, capables de résister à des pressions et températures élevées. Au-delà du secteur aérospatial, où chaque kilogramme de poids et chaque millimètre de fissure peuvent avoir des conséquences catastrophiques, cette presse forge également des composants pour l'énergie nucléaire et thermique. Il peut s'agir de couvercles et d'enceintes ultra résistants pour les réacteurs, d'éléments de turbine, de générateurs et d'autres équipements fonctionnant sous pression extrême, à haute température et en milieu radioactif. Ici, l'intégrité et l'absence de défauts ne sont pas simplement une question d'efficacité, mais une question de sécurité pour des régions entières. On y fabrique également des arbres et des rotors pour les grands navires et les machines industrielles. Les installations de turbines géantes sur les navires de haute mer ou dans le secteur énergétique nécessitent des arbres ultra résistants, capables de supporter d'énormes couples de rotation et des charges de torsion colossales. Les pièces forgées produites sous une telle presse sont parfaitement adaptées à ces usages. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur,
10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de superalliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche. Impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales. Soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée
et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cents. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable.